polarisation horizontale. La lutte contre les violences xénophobes suit son cours en Afrique du Sud. 11 personnes ont été arrêtées ce mercredi dans une opération conjointe menée par l'armée et la police. Les Éthiopiens mobilisés contre les exactions du groupe État islamique, ils étaient des milliers à manifester ce mercredi à Addis Abeba. Enfin, la campagne électorale pour la présidentielle de samedi bat son plein au Togo. Le président sortant Faure Gnassingbé sollicite les suffrages des Togolais. Ravi de vous retrouver pour cette édition que nous ouvrons par cette information qui nous vient de Niamey au Niger. Les écoles resteront fermées jusqu'à lundi prochain. Ainsi en ont décidé les autorités du pays face à l'ampleur que prend l'épidémie de méningite qui sévit depuis janvier. Au 19 avril dernier, 908 cas ont été recensés et 85 décès, soit une létalité de 9,36%. Quelques 70% de personnes infectées sont âgés de 2 à 15 ans. La suspension des cours est une mesure de précaution visant à permettre aux élèves de rester en famille en attendant d'être vaccinés. C'est une triste journée pour l'Afrique du Sud. Ainsi s'exprimait ce mercredi l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, alors que 11 suspects étaient arrêtés à Johannesburg, la capitale, durant un raid nocturne de la police épaulée par l'armée sud-africaine. Les images. Dans les robinets à Zander, l'eau ne coule presque pas du tout. Il faut se lever très tôt et faire la queue pour avoir de quoi satisfaire ses besoins immédiats. C'est un problème qui date de plusieurs décennies, surtout en période de chaleur. Zander a la particularité de ne pas disposer d'un sous-sol riche en eau, permettant de satisfaire rapidement les besoins de la population. Voyez-vous, les premiers investissements datent de 1950, où on a réalisé un barrage au niveau de Gogo, à pratiquement 18 km de la ville de Zander, pour pouvoir véhiculer l'eau et satisfaire une population de près de 100 000 habitants dans le passé. Aujourd'hui, avec l'accroissement démographique, c'est l'unique champ de captage. La pression a fait en sorte qu'il fallait mener d'autres investigations pour pouvoir solutionner les difficultés. Au niveau des bornes fontaines de la ville, ce sont de longues files d'attente. Quand l'eau arrive au robinet, personne n'a droit à 2 bidons. Il faut que tout le monde soit servi d'abord. La population en souffre et exprime son ras-le-bol. L'eau n'arrive au robinet qu'aux environs d'1 heure, voire 4 heures du matin. C'est une triste journée pour l'Afrique du Sud, ainsi s'exprimait ce mercredi l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, alors que 11 suspects étaient arrêtés à Johannesburg durant un raid nocturne de la police épaulée par l'armée sud-africaine. Les informations se succèdent, tant bonnes que mauvaises en Afrique du Sud. 11 suspects ont été arrêtés mercredi à Johannesburg durant un raid nocturne de la police sud-africaine épaulée par l'armée pour stopper les violences xénophobes ayant fait au moins 7 morts en 3 semaines, ont constaté des témoins. Cette démonstration de force est censée ramener le calme, mais aussi rectifier l'image du pays à l'étranger après ces incidents que le gouvernement sud-africain est accusé de n'avoir pas pris au sérieux malgré les violences de 2008 qui avaient fait 62 morts. Mais cet exploit n'est pas pour calmer les choses. Ils ont attendu peut-être 1 semaine avant de réagir. Et pendant cette semaine-là, les policiers étaient là comme des simples spectateurs. Ils regardaient, ils faisaient rien. Peut-être parce que le nombre de policiers n'était pas suffisant pour vraiment faire face à cette situation. Le président Jacob Zuma devrait engager dans la matinée du jeudi un dialogue au sommet sur les questions d'immigration en Afrique du Sud, dont les mines recrutent des travailleurs étrangers depuis plus de 100 ans. Il est également prévu de rencontrer les représentants des réfugiés et demandeurs d'asile, tandis que de multiples associations appellent à une manifestation à Johannesburg pour dire non à la xénophobie. On doit conscientiser les Sud-Africains que pendant l'apartheid, les pays africains se sont mobilisés
pour combattre l'apartheid. Donc il ne peut pas se permettre aujourd'hui de commencer à commettre ces actes criminels contre les Africains qui s'étaient, eux, sacrifiés pour qu'ils obtiennent leur liberté ici en Afrique du Sud. Dans un gage donné à ceux qui, comme le roi Zulu, réclament les contrôles renforcés aux frontières, le président Zuma a déjà annoncé le transfert de 350 militaires au ministère de l'Intérieur pour travailler comme agent d'immigration au poste frontière. Toutefois, le langage des autorités reste ambivalent comme au début de la crise. Pendant qu'on regarde tout cela comme étant accablant pour l'Afrique du Sud, notre propre situation est difficile, avec le chômage et le manque d'emploi, et il faut aussi regarder cela avec sensibilité et compréhension. L'Afrique du Sud est soumise, depuis la fin du régime raciste d'apartheid, à une forte pression migratoire. Le niveau de vie sud-africain et les infrastructures de santé ou économiques comparables à l'Europe attirent de nombreux Africains fuyant la guerre ou la misère dans leur pays. Nous avons évoqué la RDC, rendons-nous-y pour dire que la lumière commence par se faire autour du meurtre mi-avril dernier du journaliste Soleil Balanga en service à la radio communautaire de Monkoto, une localité de la province de l'Équateur. 5 prévenus en rapport avec le dit meurtre sont actuellement en détention préventive. Soleil Balanga a été décapité par le fils du superviseur de l'hôpital général de référence de Monkoto. Le journaliste a été tué pour avoir publié l'information qui divise tant, celle de l'affectation du nouveau médecin-chef de la zone de santé de Monkoto. Un crime crapuleux dénoncé par l'organisation congolaise de défense de la presse Journalistes en danger qui exige que justice soit faite. Pour le dernier classement mondial de la liberté de presse établi par Reporters sans frontières, sachez que la RDC occupe la 150e place sur 180. Direction maintenant l'Éthiopie. Des dizaines de milliers de personnes ont participé ce mercredi à Addis Abeba à une manifestation. Elle a été organisée par le pouvoir en place contre le groupe État islamique responsable de l'exécution en Libye de 28 chrétiens éthiopiens. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues à Addis Abeba pour exprimer leur colère. La manifestation est destinée à canaliser l'émotion et la colère des Éthiopiens après que 28 chrétiens aient été exécutés par le groupe djihadiste État islamique en Libye. Précisons que le rassemblement fait suite à un appel du gouvernement éthiopien à marcher contre le groupe islamique. Tout au long de la manifestation, des slogans hostiles étaient proférés à l'encontre du gouvernement éthiopien, mais aussi contre la communauté internationale pour leur inaction après le drame. Notre sang n'est pas de l'eau. En France, quand 6 journalistes ont été tués, toutes les nations se sont réunies. Pour nous, quand nos frères sont tués, on ne voit pas de Nations Unies. Le moment viendra, je vous le dis, le moment viendra lorsqu'il faudra rendre justice. Précisons que l'Éthiopie compte environ 2 tiers de chrétiens et 1 tiers de musulmans. En fin de rassemblement, quelques affrontements ont opposé des manifestants et des membres des forces de l'ordre, parmi lesquels on enregistre quelques blessés. Les autorités éthiopiennes ont promis d'aider à rapatrier les migrants éthiopiens qui se trouvent encore en Libye. Elles ont par ailleurs exhorté les ressortissants à éviter de se rendre dans les zones où le groupe État islamique est actif. En campagne électorale depuis le 10 avril dernier, le chef de l'État togolais qui brigue un 3e mandat a sillonné les 5 grandes régions du pays. Au contact de la population, Faure Gnassingbé a sollicité une fois encore la confiance des Togolais afin de poursuivre la reconstruction du pays engagée par son gouvernement. L'homme a surtout adopté un langage d'apaisement, invitant ses militants à entretenir un climat de paix durant toute la période électorale. C'est un reportage de Emmanuel Crépi, notre envoyé spécial au Togo. C'est par le nord du pays qu'il a choisi d'entamer sa campagne électorale. Ces quelques jours au contact de la population à l'intérieur du pays ont permis à Faure Gnassingbé de remobiliser son électorat pour le scrutin du 25 avril prochain.
À travers les 5 grandes régions du pays, il était question de convaincre les Togolais de ce que le pays est engagé sur la bonne voie, celui de la reconstruction et du développement. Quand bien même la production, la terre est fertile et que la production est aisée, le manque d'infrastructures, le manque de pistes rurales, le manque de services de santé, le manque de routes réduit un peu l'avantage que vous aviez avec la fertilité de votre sol. C'est-à-dire que ça augmente les coûts, ça augmente vos coûts de production. Et c'est pour ça que nous devons accélérer. Nous devons commencer par la route. Je sais que derrière la route, une fois qu'on a la route goudronnée, il faut pouvoir relier les pistes à cette route-là. Puisque les plantations ne se trouvent pas directement au bord des routes, c'est à l'intérieur des terres. Et je comprends la demande que vous avez exprimée. Je viens... Contrairement à ses adversaires qui ont adopté une stratégie offensive, Faure Gnassingbé, candidat à sa propre succession, a arboré pour cette campagne un langage d'apaisement, convaincu de ce que la reconstruction du Togo, engagée par son gouvernement, ne peut prospérer que dans un climat de paix. Je demande à ceux qui me font confiance, je demande à ceux qui font confiance à notre parti, de ne céder à aucune provocation si elle a, pour qu'elle vienne. De rester calme, respectueux de ceux qui ne partagent pas nos idées. Il faut les respecter avec humilité. S'ils sont ouverts au dialogue et à la discussion, essayez de les convaincre. S'ils ne veulent pas, comme disent les Ivoiriens, il n'y a pas bagarre. Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, après la mort de son père, brigue un 3e mandat. Un mandat de plus qui ne fait pas l'unanimité au Togo, mais qui ne fait pas non plus entorse à la constitution du pays. Et pendant que les candidats rivalisent d'arguments pour convaincre les électeurs, la campagne électorale constitue pour d'autres une période d'opportunité d'affaires. Chose inédite, des gadgets de campagne à l'effigie de certains candidats en lice, censés être distribués par les états-majors de campagne, sont également mis en vente. Je vous propose d'aller à la découverte de ces petits marchés de campagne qui sont également des points d'attraction en cette période électorale à Lomé. C'est à 400. Oui. 7500. Le moyen à 7500, le gras à 11. Ce n'est pas un kiosque comme on en trouve à Lomé en période ordinaire. Il s'agit de petits commerces érigés dans le cadre de la campagne électorale qui a démarré depuis le 10 avril dernier en prélude à la prochaine élection présidentielle au Togo. On y trouve des gadgets à l'effigie de certains candidats en lice pour le scrutin. Des étrennes qui sont habituellement censées être distribuées par les formations politiques, mais qui se vendent également comme de petits pains, militantisme oblige. Paulin Agninefa en a fait son petit commerce de campagne. Ils sont en train de distribuer, mais ça ne suffit pas. Les gens sont fiers d'acheter les tricots eux-mêmes pour porter, pour avoir la victoire. C'est une production personnelle. Ce n'est pas le parti qui a commandé. J'ai créé le commerce moi-même. Comme les gens sont en train de demander, il y a tout le monde qui demande des t-shirts. La partie ne peut pas distribuer ça à tous les Togolais. Donc les Togolais eux-mêmes voudraient payer. Si les couleurs de gadgets varient en fonction des différents camps politiques, Paulin préfère pour sa part garder sa neutralité politique, ou du moins dans le cadre de son business, afin de tirer le maximum de profit que pourrait lui procurer ce commerce inédit. Moi, je travaille pour tout le monde. Si tu vois de l'autre côté, on travaille pour unir toutes les parties. Nous sommes comme vous êtes les journalistes, nous travaillons pour tout le monde. Ces marchés de circonstances peuvent encore s'animer jusqu'au 23 avril prochain, date prévue pour la fin de la campagne électorale au Togo. Mais d'ici cette échéance, elles continueront d'être, entre autres, des points d'attraction de cette période électorale.
Moins de 4 mois après les attaques djihadistes de Paris, un attentat imminent contre une ou deux églises a été déjoué ce mercredi selon les autorités françaises. Un jeune étudiant algérien, par ailleurs soupçonné d'être impliqué dans un meurtre inexpliqué en banlieue parisienne, a été arrêté et placé en garde à vue. La police a retrouvé dans la voiture et au domicile du jeune homme plusieurs armes de guerre. Suivons ici quelques extraits de déclarations. Lors de ses auditions, le gardé à vue a fait des déclarations fantaisistes expliquant qu'il disposait de nombreuses armes, que cela lui faisait peur et qu'il avait donc décidé subitement de les jeter, de s'en débarrasser, souhaitant les jeter dans la Seine. Il se serait alors rendu, dit-il, sur le pont de Tolbiac ou de Bercy pour jeter les armes, mais se serait blessé lui-même à la suite d'une mauvaise manipulation. C'est un fait nouveau, même en France quelque part au niveau des églises, puisque jusque-là je n'avais jamais entendu parler de cibles terroristes au niveau des églises. Le sous-préfet m'a confirmé tout à l'heure que des renforts complémentaires seront mis sur la ville de Villejuif en termes de rondes, patrouilles, etc. de manière à, en tous les cas, à instaurer un climat de sécurité. Notre pays, comme d'autres, encore ces dernières semaines, fait face à une menace terroriste sans équivalent dans le passé par sa nature et son ampleur. Il s'agit de regarder cette menace avec lucidité et de nous mobiliser avec une très grande détermination. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.